Bonjour à tous, la vidéo qui va suivre est un résumé des connaissances nécessaires pour le bac de sciences L et ES. Nous parlerons dans cette vidéo du thème Nourrir l'humanité, avec pour chaque partie les notions de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre. Nous commencerons avec l'agriculture. En sciences et vie de la Terre, cela repose sur la notion d'écosystème et d'agrosystème. D'abord, il est important de comprendre ce qu'est un écosystème, à savoir un milieu naturel, composé d'une faune et d'une flore, peuplé par des êtres vivants. Selon le type d'environnement, le fonctionnement et l'équilibre de l'écosystème sera différent, mais reposera sur le même principe. Dans un milieu forestier, les végétaux vont se développer en recevant l'énergie solaire, de l'eau et du CO2. Ils puiseront également des minéraux dans le sol. Leur développement est notamment rendu possible par la photosynthèse, qui nécessite ces conditions. La matière végétale sera consommée par les animaux peuplant la forêt. Les animaux, à leur mort, vont se dégrader par un processus de respiration et de fermentation, où de nombreuses bactéries entreront en jeu. Ils viendront à leur tour enrichir la terre, si bien que tout se recycle, toute la matière ne fait que se transformer à travers le cycle de la vie. Ce système est équilibré, il est autonome. On remarquera aussi que la biodiversité, c'est-à-dire le nombre et la diversité des êtres vivants, est assez élevée dans un écosystème. L'agrosystème, quant à lui, est un écosystème modifié par l'homme, dont le fonctionnement et l'équilibre a été bouleversé. La biodiversité est extrêmement pauvre, puisqu'il n'y a souvent qu'une variété de plantes cultivées. On a toujours l'apport de l'énergie solaire, du CO2 et des ions minéraux, mais dans l'agrosystème, l'homme apporte des intrants afin d'augmenter ses rendements. Les intrants sont un mot-clé à retenir. Cela désigne les produits divers que l'homme applique aux cultures comme les engrais pour fertiliser le sol, ou les produits phytosanitaires ou pesticides pour soigner les plantes. Dans l'agrosystème, la matière produite par l'espèce cultivée va être exportée pour être consommée par l'homme. Chaque année, l'homme plante de nouvelles semences et recommence ce processus. L'agrosystème n'est donc pas autonome. Il y a quelque chose d'important à étudier, c'est la biomasse, la masse de matière vivante à un maillon de la pyramide d'un écosystème. Par exemple, la biomasse du stade végétal est plus élevée que celle des herbivores, qui sera elle aussi plus importante que celle des carnivores. C'est important, car le rendement global d'un agrosystème par rapport à l'énergie dépensée par l'homme dépendra de la place du produit consommé dans cette pyramide. Le problème de l'agriculture est la pollution des sols pouvant contaminer la nappe phréatique et appauvrir la terre. Certaines alternatives existent, comme l'agriculture biologique, qui est plus respectueuse de l'environnement. La seconde partie de l'agriculture concerne la physique-chimie, avec le complexe argilo-humique et les engrais NPK. Pour comprendre ce qu'est le complexe argilo-humique, il faut d'abord procéder à un petit rappel sur la nature du sol. Le sol est un milieu d'échange principalement constitué de calcaire, d'argile et d'humus. L'humus, c'est de la matière organique. Ces deux derniers, argile et humus, forment le complexe argilo-humique. Grâce à ces charges négatives, le complexe argilo-humique retient à sa surface des cations, des éléments à charge positive, qui peuvent s'échanger avec les plantes. On montre souvent dans les sujets de bac ce schéma de complexe argilo-humique. Il faut alors rappeler le fonctionnement du complexe argilo-humique et les échanges qu'il permet avec d'autres éléments du sol et les plantes, comme nous l'avons évoqué précédemment. Pour compenser les carences du sol, quand celui-ci est trop pauvre, l'agriculteur va devoir le fertiliser. On parle des engrais NPK pour une raison très simple. Ces engrais apportent, sous forme d'ions, les éléments dont la plante a besoin. L'azote, N, le phosphore, P, et le potassium, K. On remarquera cependant que d'autres éléments importants pour les plantes, comme le soufre ou le calcium, et même ce qu'on appelle des oligoéléments, peuvent être incorporés à un engrais. Puisque nous parlons des intrants, rappelons ce que sont les produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires ont pour but de protéger les cultures contre la vermine, les parasites, ce sont alors des insecticides, mais aussi contre les mauvaises herbes, ce sont alors des herbicides, ou les champignons, fongicides. Bien. La seconde partie que nous allons aborder concerne l'émulsion, qui est un phénomène surtout physique et chimique. On prend souvent l'exemple de la mayonnaise en parlant d'émulsion. Pour comprendre le phénomène, nous allons commencer par un exemple simple. Prenons de l'eau et de l'huile. Ils ne sont pas miscibles, ils ne se mélangent pas. Cependant, l'agitation de ces deux liquides provoque la dispersion de gouttes de l'un au sein de l'autre. C'est une émulsion. Pour la stabiliser, il faut l'ajout d'une molécule tensioactive. Dans ce cas, le tensioactif va être composé d'une tête hydrophile et d'une queue hydrophobe. C'est-à-dire que la tête va aimer l'eau, être attirée par elle, et que la queue va s'en éloigner. On parle aussi parfois de queue lipophile, qui aime le lipide, donc l'huile.
Voilà le résultat schématisé d'une émulsion stabilisée avec un tensioactif. Les têtes hydrophiles se pressent vers l'eau et le tensioactif forme une barrière qui emprisonne les gouttelettes. On appelle cet amas une micelle. On parle aussi de micelle quand on monte du blanc d'œuf en neige, sauf que les micelles emprisonnent cette fois de l'air. Plus les micelles seront petites et nombreuses, plus une émulsion sera stable. La troisième partie concernera le besoin des hommes au niveau alimentaire. Nous allons, pour cette partie, revenir à un point évoqué dans l'agriculture. Nous avons vu que dans un écosystème, la biomasse correspondait à la masse de matière vivante d'un maillon de la chaîne de l'agrosystème. Une certaine quantité d'énergie va être transmise par le soleil, et avec de l'air, de l'eau, des ions minéraux, cette énergie va devenir de la matière. Le premier échelon est végétal, c'est celui qui comprend le moins de pertes par rapport à l'énergie transmise. Si l'homme choisit d'élever des herbivores pour sa consommation, la quantité de matière perdue est considérable. Cette information doit entrer en jeu dans le choix d'une alimentation mixte ou végétarienne. Pour répondre aux besoins d'une population grandissante, l'homme compte sur le progrès scientifique et technologique pour maîtriser son environnement et produire en quantité. Par exemple, grâce à un choix des meilleurs descendants, l'homme a amélioré artificiellement les espèces qu'il cultive ou élève. On choisit les allèles, qui sont des différentes versions d'un gène, pour conserver les caractéristiques désirées. Enfin, la nourriture produite doit être préservée dans le temps. Nous allons voir dans la quatrième partie comment les éléments se détériorent et quels sont les moyens de les conserver. Il faut tout d'abord comprendre pourquoi les aliments deviennent inconsommables. Ils sont en fait contaminés par les microbes, qui se divisent en 3 catégories. Les bactéries, qui peuvent être utiles pour la transformation du lait en yaourt par exemple, mais peuvent aussi être pathogènes et donc nous intoxiquer. Il y a aussi les levures, qui sont des champignons pouvant altérer le goût des aliments et provoquer des troubles intestinaux. Et enfin les moisissures, qui sont des champignons dont la prolifération abîme l'aliment. Les micro-organismes se développent plus facilement dans un environnement tiède, humide et comprenant du dioxygène. Les méthodes de conservation ont donc pour but de priver les microbes de ces éléments dont ils ont besoin. Un des moyens les plus connus est la réfrigération ou la congélation, qui, attention, ne tue pas les microbes mais ralentit leur développement. Il y a aussi le chauffage qui lui permet de détruire ces micro-organismes. On peut aussi conserver les aliments sous vide, c'est-à-dire de telle manière à ne pas rentrer en contact avec l'air et donc le dioxygène. La technique de déshydratation des aliments les rend impropres à la multiplication cellulaire. Et on peut enfin ajouter un conservateur qui va lui aussi empêcher la multiplication cellulaire. Voilà. Bon, nous ne prétendons pas que cette vidéo est exhaustive, mais nous avons résumé les points essentiels de ce chapitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le signifier par un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de nos dernières vidéos éducation, création ou autres. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour exprimer votre ressenti ou nous suggérer une idée de vidéo. Et pour se quitter sur une citation de Montaigne, la vraie science est une ignorance qui se sait.